Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants. Je suis Marie-Christine Baird, directrice des relations entreprises de l'École des Ponts et ravie de vous accueillir ici à la Maison des Ponts, votre maison, pour la 23e matinale des Ponts consacrée aujourd'hui aux matériaux critiques. Cette matinale va durer 1 heure, donc 1 heure pendant lesquelles nos intervenants vont pouvoir partager avec vous leur vision du sujet, et ensuite 15 minutes qui seront dédiées aux échanges avec la salle en présentiel et la salle en distanciel. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Gilles Robin, directeur adjoint de l'École des Ponts, pour un mot d'introduction. Merci Marie-Christine, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle matinale des ponts. Celle-ci est en effet consacrée aux matériaux critiques, ou comment manager l'ensemble de la complexité. Donc je suis Gilles Robin, directeur adjoint de l'École des Ponts, et je vous prie de bien vouloir excuser Anthony Briand, notre directeur, qui aurait aimé être parmi vous pour cette matinale. Alors, je suis heureux de vous présenter cette table ronde aujourd'hui avec un beau panel d'intervenants de l'industrie, de la finance et de l'enseignement. Face à la raréfaction des ressources, à la tension sur les matériaux critiques et à l'impératif de sobriété environnementale, l'école mobilise ses forces de recherche et de formation pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle industriel. Notre approche systémique, prospective et pluridisciplinaire permet de former des profils capables de penser et de mettre en œuvre des stratégies durables, innovantes et adaptées à un contexte international en mutation. Nos leviers d'action sont concrets pour les entreprises. Je pense à l'innovation en matière de matériaux et d'usage, recherche de matériaux alternatifs, éco-conception, allègement, recyclabilité, optimisation des cycles de vie et substitution de ressources critiques. Je pense aussi à la maîtrise des chaînes de valeur complexes, compréhension fine des dépendances géopolitiques et industrielles liées aux matières premières stratégiques. Je pense au management pluriacteur, capacité à collaborer efficacement avec une diversité d'acteurs, des équipes internes, aux partenaires publics ou privés, en passant par les fournisseurs internationaux, les territoires extractifs ou les acteurs du recyclage. Je pense enfin à la culture de la sobriété, intégration des logiques de frugalité et de responsabilité environnementale dès la conception, dans une perspective de compétitivité durable. Cette approche nous semble d'autant plus pertinente pour aborder la problématique des matériaux que ceux-ci, de plus en plus souvent, posent pour différentes raisons des problèmes d'accès, des problèmes d'approvisionnement, sans oublier les questions liées aux limites planétaires, à la géopolitique ou plus simplement à l'acceptation des projets, et ce pour ne citer que quelques aspects de leurs problématiques, sachant bien sûr que ces facteurs de complexité peuvent se combiner entre eux. Précisons ici que par matériaux, il faut entendre tous ceux qui sont ou peuvent devenir critiques, pour telle ou telle raison, globalement ou dans une géographie donnée, finalement des terres rares au bois de construction. L'école accompagne les entreprises sur cette problématique, d'une part par la recherche, avec les approches développées sur les matériaux de substitution, sur l'analyse du cycle de vie ou encore dans le cadre de la chaire Supply Chain du futur. D'autre part par l'enseignement. C'est clairement le cas avec ce nouveau master spécialisé Critical Materials, co-conçu avec des entreprises garantissant une approche appliquée et directement transposable aux enjeux industriels. Merci à nos intervenants d'avoir bien voulu répondre à notre appel pour partager avec nous, avec vous, ce vaste sujet des matériaux critiques. Et je ne suis pas plus long et je cède la parole à Stéphane Lemonsu. C'est une entrée en fanfare. Merci beaucoup. Je vais vous donner le micro numéro 4. C'est celui du... Il y a un micro qui ne fonctionne pas, je suis désolé. Je pouvais utiliser celui-ci. C'est celui-là. Voilà. Merci beaucoup. On va débuter justement, pardonnez-moi, bienvenue à tous, avec une présentation de la formation évoquée avec Louis-François Duré, directeur du Executive Master Critical Materials à l'École nationale des Ponts. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si le micro marche. Alors, on va tester. Il y en a plusieurs. On est... Merci Antoine, ça a l'air beaucoup mieux. C'est la magie du direct. Merci Stéphane. Très brièvement sur la formation, j'ai préparé 2 diapositives qui sont sans doute projetées.
Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais les regarder en même temps. Gilles a décrit de façon très précise l'ensemble du programme qui vise effectivement à former des apprenants qui sont soit des jeunes en poursuite d'études provenant d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de sciences politiques, des architectes. Nous avons tout type de profil parfaitement adapté à cette formation, au cours de laquelle nous résoudrons un nombre très limité d'équations. Je rassure tout de suite les candidats, un peu complexe quand même. Et nous avons également des professionnels qui ont déjà de l'expérience dans différents secteurs. Je cite, pour les avoir auditionnés, des gens qui viennent du monde de la mine, de l'eau, etc. Puisque, comme Gilles l'a rappelé, tout matériau est susceptible de devenir critique à un moment donné, dans une géographie donnée, pour des raisons diverses. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est la complexité. On y reviendra dans quelques instants. Et nous allons ensuite dérouler toute l'approche systémique que Gilles a rappelée pour que les apprenants puissent concevoir des stratégies robustes et durables, soutenables, permettant de résoudre ou de mitiger, on va dire, en franglais, les impacts de cette criticité sur leurs activités. Pour cela, donc, une vingtaine de modules, reprenant les différents sujets que Gilles a listés, des études de cas, des mini-projets qui se déroulent en fin de formation et qui adresseront une dizaine de secteurs différents qui vont de la mobilité à la défense, en passant par l'aéronautique, le spatial, la construction, différents volets de la construction, le bois, le ciment, le béton, etc. Cette formation se déroule à mi-temps, c'est un master exécutif, donc les candidats, les ennemis peuvent travailler en entreprise. Les cours ont lieu du mercredi après-midi au samedi midi, ce qui leur permet de continuer à travailler dans leur entreprise, de début octobre à fin mars. Et ensuite, les apprenants, c'est le vocable utilisé, sont à plein temps sur un projet dans une entreprise pendant 5 mois minimum. Voilà. La formation est en anglais, la moitié des intervenants sont issus du monde professionnel et donc apportent des réponses très concrètes. Et c'est très important de le dire, les masters spécialisés, c'est aussi un lieu de rencontre entre personnes qui viennent d'horizons différents. Et j'ai coutume de dire que la moitié de ce que les apprenants vont apprendre viendra de leurs pairs et pas uniquement des enseignants. Voilà, vous avez les principaux thèmes à l'écran, donc je ne vais pas les relire. Encore une fois, si vous souhaitez candidater, rendez-vous sur le site de l'école. Nous procédons aux derniers entretiens d'admission dans les semaines qui viennent, donc ne tardez pas trop. Voilà, merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Et on va continuer la présentation finalement de nos intervenants avec vous, Sandrine Mansoutre. Je vous laisse vous présenter votre champ d'intervention et puis votre spécialité. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Sandrine Mansoutre. De formation, je suis docteur ingénieur en matériaux, spécialisée dans le béton et tous les matériaux cimentaires. Et je suis également fondatrice et présidente de la société EcoToolbox, qui est une société un peu un outil, une boîte à outils multidisciplinaire, mais avec des outils qui rentrent dans une granularité scientifique et technique assez profonde. Et nous le verrons, en fait, pour les systèmes complexes, c'est très important d'à la fois garder une vision très globale, parce que dès qu'on touche quelque chose, on touche une autre chose qu'on ne peut peut-être pas imaginer dès le départ. Donc, c'est toujours garder cette vision lointaine et pour autant rentrer profondément dans les détails. Donc, on agit à la fois dans les laboratoires et jusqu'au déploiement sur le terrain de chantier, par exemple, et on en parlera tout à l'heure, de grands chantiers. Merci. À votre droite, on a Christophe Xéry. Je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour. Christophe Xéry, je suis actuellement président de The Selling Brain Consulting, ce qui me permet de faire en même temps de la voile, mais de l'autre côté également des activités de conseil dans le domaine de l'énergie, de l'économie circulaire et aussi des aspects multiculturels. Je suis également expert auprès des Nations Unies sur le resource management. On travaille beaucoup sur les matériaux critiques et justement sur ce qui va au-delà de la géologie quand on doit travailler sur ces sujets-là et sur les chaînes aussi de transparence pour assurer une traçabilité d'où viennent les choses. Et avant ça, j'ai une carrière dans l'énergie, les relations internationales et la diplomatie. Et on ponctue cette présentation avec vous, Antoine Troche. Oui, bonjour à tous. Moi, je représente le secteur de la finance
J'ai longtemps travaillé chez Orano où j'ai dirigé les activités d'enrichissement d'uranium. Je partage ça avec Louis-François qui a été et qui est toujours mon mentor. D'ailleurs, un point qui est important dans une carrière, toujours avoir des mentors. Et ensuite, j'ai dirigé les investissements à la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. À ce titre, d'ailleurs, j'ai aidé à structurer l'initiative française sur un fonds d'investissement dans les métaux critiques. On pourra y revenir. Et puis, rejoint Demeter, société d'investissement spécialisée dans le financement de la transition énergétique écologique. Société qui a une histoire particulière avec l'école des ponts, puisque fondée par un ancien des ponts nommé Olivier Dupont. Donc, ça ne s'invente pas. Et qui fait à la fois du capital risque, du capital développement et du financement d'infrastructures. Et actuellement, avec une entité européenne, j'y reviendrai, nous montons un fonds sur le financement des supply chains pour les batteries, et donc de l'approvisionnement en métaux critiques relatifs à ces batteries. Voilà. On se lance dans les échanges avec trois parties. La première, comprendre les enjeux des matériaux critiques. On parlera ensuite de comment gérer la chaîne de valeur et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur, comment elle se constitue aujourd'hui. Et puis finalement, on envisagera ensemble, avec vos expertises, de penser un management stratégique et durable, nouveau par rapport à cette thématique. Allez, première question, c'est toujours important. On a des termes qui sont souvent perçus par chacun, mais mal compris. Qu'est-ce qu'un matériau critique? Quelle est votre définition? Est-ce que je commence avec vous, Louis-François? Moi, je proposerais, Stéphane, que vous confiez cette question à Christophe, qui est en charge du module introductif du master spécialisé, qui répond à cette question. Christophe, alors. Voilà, alors effectivement, ce qui est critique, c'est une notion aussi de temps et d'espace. C'est quelque chose qui est fondamental pour atteindre un objectif ou pour faire quelque chose, et ça peut varier au cours du temps. L'énergie, par exemple, est systématiquement critique. À un moment, c'était le charbon, le pétrole. Aujourd'hui, on voit que les enjeux énergétiques passent par d'autres types d'énergie, le solaire, l'éolien, etc., qui elles-mêmes font appel à des matériaux. Et ces matériaux sont critiques parce que si on n'y a pas accès, on ne pourra pas construire le nombre d'installations solaires, éoliennes, etc., dont on a besoin pour la transition énergétique, par exemple. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent être critiques par rapport à votre activité. Si on prend dans l'automobile, il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qui peut être critique, c'est la pièce qui permet de faire l'airbag. Et on se souvient que quand il y avait eu un tremblement de terre au Japon, ça avait perturbé à cause de ça, par exemple. Voilà, je m'arrête là peut-être. Votre vision des matériaux critiques, de quoi parle-t-on quand on parle de matériaux critiques, Sandrine Mansour? Alors bon, j'ai déjà la même vision de départ que mon voisin, mais je vais aussi apporter un complément. Peut-être critique aussi parce que quand on va produire quelque chose, on récupère un matériau qui lui-même peut être critique parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et moi, j'ai l'exemple sur un grand tunnel, donc où j'ai eu la direction technique pour l'étude pour valoriser les matériaux d'excavation, parce qu'effectivement, il y avait une problématique d'approvisionnement des granulats pour faire le béton, mais aussi parce que quand on excave, on fait un trou, et la matière qu'on récupère, et le Grand Paris a ce même problème, que fait-on de cette matière? Donc si on peut aussi travailler sur cette criticité de l'usage, mais aussi de que fait-on d'un déchet, transformer ce déchet en une matière première, on est aussi sur une matière critique. Ça veut dire que vous apportez une autre dimension. On entend par criticité, la criticité. souvent la rareté. Vous dites aussi il y a l'utilisation et le sens que l'on donne finalement aux matériaux. Ça peut entrer en jeu. Le matériau critique n'est pas non seulement matière première critique. Antoine Truch, je vous voyais. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en deux mots, c'est rareté et absence de substitution évidente ou équivalente. On verra dans les chimies des batteries, il y a toute la recherche autour de ça. On trouve des substituts, mais en fait, ils ne sont pas forcément des propriétés équivalentes. Donc tout l'enjeu, c'est de développer des chimies qui permettent des résultats équivalents ou meilleurs en substituant un matériau dit critique. Et puis après, je voulais rappeler qu'il y a une liste qui a été publiée par la Commission européenne, une liste par les différents États,
qui a 34 éléments dans la table de Mendeleïev. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel s'appuyer au moins pour travailler. Ça, ce sont ce que l'on appelle communément les matériaux rares. Mais il n'y a pas que ça, on en parlait. On évoquait la construction. On avait vu au moment du Covid, il y avait eu des pénuries de bois. Le bois devenait critique à un moment donné, puisque le marché, notamment les Chinois, s'étaient emparés du bois et ça avait déstabilisé effectivement les approvisionnements. Est-ce que là aussi, on peut parler de criticité dans ces cas-là? Je voulais juste dire, je laisse Louis-François répondre, mais il ne faut pas confondre terres rares et matériaux critiques. Mais on va y revenir. Oui, effectivement, la définition doit être souple et évolutive dans le temps, puisque des matériaux qui peuvent apparaître totalement banals peuvent être d'abord difficiles d'accès dans des géographies données pour des raisons de structuration de l'offre, pour des raisons d'opposition locale, pour des raisons aussi de poids dans la chaîne de valeur de l'utilisateur. Donc effectivement, on a beaucoup focalisé depuis quelques années sur les fameuses terres rares et les métaux critiques, notamment liés à la transition énergétique, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et une des difficultés, bien sûr, pour les entreprises, c'est d'aborder la chose avec le plus d'anticipation possible. Alors, faire une prospective sur le bois de construction, ça peut paraître pas totalement pertinent, mais finalement, quand on voit ce que nous disent nos soutiens les plus actifs, c'est un réel sujet, par exemple. Et il y en a plein d'autres. Donc, pour terminer, je dirais qu'il ne faudrait pas que ces sujets extrêmement médiatisés de certains métaux occultent tous les autres sujets. Sandrine a parlé à juste titre des matériaux d'excavation, mais vous en avez énormément d'autres. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement que chacun, à son niveau dans son entreprise, ait cette approche systémique, ce regard prospectif et transversal pour identifier et anticiper ces situations le plus possible. On l'a vu ces derniers jours avec l'actualité. On pourrait parler de l'uranium, par exemple. Je sais qu'en interviewant certains d'entre vous, vous m'avez dit l'uranium, c'est pas tellement sa disponibilité qui est un problème, c'est aussi la façon dont on l'enrichit, c'est les technologies qui vont avec. Est-ce que ça fait partie de la conception de la criticité ? C'est-à-dire qu'il y a le matériau, il y a sa rareté, il y a sa situation géographique, mais il y a aussi notre capacité à l'extraire et à l'utiliser. Oui, complètement, puisqu'effectivement, entre le matériau et l'utilisation, il y a un certain nombre d'activités de transformation et de mise en forme qui, elles aussi, font partie de la supply chain et sont critiques. Donc effectivement, sur l'uranium, c'est notamment l'enrichissement. Et aujourd'hui, il y a très peu de pays qui maîtrisent l'enrichissement au sens industriel du terme. Et on le voit aussi quand on parlait des terres rares. Le problème, c'est pas que la Chine a une géologie extraordinaire sur les terres rares, c'est qu'au fil du temps, elle est devenue l'acteur principal du raffinage de ces matières. Donc effectivement, ces éléments qui sont en aval de l'extraction font partie de l'analyse de criticité. Puis après, on peut avoir des jeux géopolitiques où la matière, voire le façonnage derrière, se fait préférentiellement avec ses amis. Sandrine, en préparant ce rendez-vous, vous me disiez finalement tout ce qui est écologique est aussi critique. Oui, alors je voulais... Vous allez tout ce qui est écologique, sur... mais je voulais dire effectivement, et je pense que là, plus que jamais par rapport à la discussion qu'on a eue il y a quelques temps, que les matières critiques et tous ces enjeux écologiques sont un enjeu de paix. C'est vraiment important de prendre conscience que ces matériaux critiques, c'est des enjeux géopolitiques aujourd'hui qui sont en train de positionner les grandes forces dans le monde. Il faut en avoir conscience. C'est aussi un enjeu de souveraineté et de paix dans le monde, de pouvoir trouver des solutions justement écologiques en circularité pour stabiliser ces mouvements. Et je pense que là, l'actualité nous prouve encore plus que c'est réel, quoi. Donc pour finir sur ce point, qu'est-ce qui fait qu'un matériau est critique ? C'est le sens qu'on lui donne, c'est l'usage qu'on veut en faire, c'est son essentialité pour l'industrie, pour notre quotidien ? C'est tous ces sujets à la fois. Et la très grande difficulté, c'est que souvent, on aborde encore ces questions de façon cloisonnée. Donc la question à se poser, quand on regarde un matériau qui peut paraître banal ou qui est au contraire trop médiatisé peut-être, c'est justement d'avoir cette analyse transversale, systémique et prospective. Donc les classifications sont importantes, il ne faut pas du tout négliger le travail qui a été fait, mais il y en a plein d'autres qui échappent aux classifications et auxquelles il faut s'intéresser également.
Sachant que des classifications, Antoine citait effectivement la liste émise des matériaux critiques par l'Union européenne. Il y a très peu de listes, en tout cas au monde. Enfin, il n'y a pas de liste commune. Il y a des enjeux en fonction des pays. La Chine, les États-Unis ont leur propre liste. On n'a pas d'accord sur ça. Oui, parce que le monde est aussi fragmenté, indépendamment de la question des ressources. Donc chacun voit midi à sa porte, si j'ose dire. Mais il faudra aussi qu'on parle, puisque vous aviez lancé, Christophe, sur le sujet de l'uranium et de sa chaîne de valeur. C'est là, et Sandrine l'a évoqué, c'est là aussi qu'il faut parler de l'innovation. Puisque l'innovation va jouer un rôle très important dans l'assouplissement des contraintes, l'atténuation des impacts de la criticité. Alors, qui dit innovation dit aussi évolution industrielle, numérique, technologique. C'est ça, les usages concernés, ce sont ceux des années à venir. Je sais qu'il y a un fort enjeu, finalement. Les matériaux critiques, aujourd'hui, sont une source de préoccupation parce que ça concerne les enjeux actuels et à venir. Antoine ? Tout à fait. Si on prend le sujet par le prisme de la transition écologique et qu'on voit les grands sujets, décarbonation des transports, électrification avec le développement des énergies renouvelables et du stockage, décarbonation des matériaux, donc de la construction, de la ville, etc. Dans chacun des usages ou des technologies sous-jacentes, en fait, on va retrouver de plus en plus ces matériaux, plus que ces métaux d'ailleurs. Et quand on revient à l'extraction, on dit souvent qu'on va extraire dans les 30 prochaines années plus de métaux qu'on en a extrait dans les 70 000 qui ont précédé, ou même dans toute l'histoire de l'humanité. Pour revenir à l'enjeu géopolitique derrière, on dit que le XXe siècle était un siècle où la géopolitique, c'était la géopolitique des hydrocarbures, et que le XXIe siècle sera une géopolitique de ces matériaux. Donc on voit bien, ça c'est les enjeux globaux. Après, il y a effectivement, nous on le voit avec le prisme de la finance, quand on met tout ça en équation économique. Si je prends par exemple l'exemple de la batterie, pour aller faire... Si on prend, moi j'aime bien numériser les choses, ça, c'est plus parlant. Il y a 15 millions de véhicules qui sont achetés chaque année en Europe. Si on dit qu'à horizon 2035, ce qui est l'objectif de la Commission, presque 100% est en véhicules électriques, ça représente une demande de 1200 gigawattheures d'équivalent batterie. Et ça, en fait, quand on pose ça, puis qu'on se dit qu'il se passe la même chose potentiellement dans d'autres régions du monde, ça fait multiplier la demande de lithium par 7 à technologie actuelle. Donc en fait, et il faut rajouter dans ça, parce que c'est important dans la notion de temps, l'innovation va venir impacter les choses, les véhicules, les batteries, peut-être dans 7 ans, 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, quand Renault lance un nouveau modèle, en fait, la technologie, elle est choisie, le design est choisi, et il y a au moins 5 à 7 ans avant qu'un nouveau modèle avec une nouvelle technologie arrive. Donc aujourd'hui, les enjeux financiers, c'est d'aller financer les projets qui vont permettre d'extraire et de transformer et de recycler tous ces métaux à technologie d'aujourd'hui. Et puis en parallèle, il y a d'autres enjeux financiers. C'est pas oublier de consacrer quelques milliards au développement de nouvelles technologies. Donc si j'appose ça au sujet des batteries, aujourd'hui il y a à peu près plus de 50%, c'est des technologies nickel, manganèse, cobalt, dites NMC. Il y a les technologies dites LFP, lithium, fer, phosphate qui arrivent. Mais demain, il y aura les batteries solides, les batteries sodium-ion, tout un tas de mélanges. D'ailleurs, on est sur une vraie cuisine quand on regarde la chimie des batteries, où on va pouvoir justement enlever le nickel dans les batteries, dont on sait que c'est un sujet compliqué du point de vue environnemental et du point de vue géopolitique. On va pouvoir faire des batteries LFP qui sont moins chères. Et si je reviens à la question du coût, aujourd'hui, peut-être vous et moi, on ne passe pas au véhicule électrique à cause de son coût. Donc si on arrive à baisser le coût de ces batteries, on arrive à baisser le coût du véhicule et peut-être opérer ces transitions. Donc il faudrait des heures pour y aller sujet par sujet, parce que certains sujets ont plus une dimension économique, d'autres plus une dimension comportementale, où à la fin, en fait,
vous changez de comportement parce que l'innovation qu'on vous a proposée vous sied mieux. Voilà, donc c'est tous ces sujets qui sont derrière, et c'est pour ça que le champ finalement est presque infini et très vaste. Moi, pour que chacun comprenne, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur les usages industriels, sur les secteurs qui sont concernés aujourd'hui. Je fais écho quand même à la liste que vous évoquiez de l'Union européenne. Les applications des métaux critiques, si on restait que sur ça, mais on a bien compris qu'il n'y avait pas uniquement ces composants à considérer, mais si je vous cite effectivement les véhicules électriques, les batteries, les aimants permanents, les semi-conducteurs, les fibres optiques, les écrans tactiles, le photovoltaïque, le retardateur de flamme, l'aérospatial, l'équipement nucléaire. Vous voyez, on a effectivement tout notre quotidien qui est impacté par effectivement cette liste et ces matériaux. Complètement, oui. Et au-delà de ces listes-là, on pourrait citer l'eau, puisque l'eau va devenir un enjeu. On pourrait citer tout ce qui est agriculture, où on veut sortir d'un certain type d'engrais, ces engrais eux-mêmes étant aujourd'hui dépendants de certaines chaînes de valeur qui peuvent être critiques. Donc dans ces domaines-là aussi, on a des analyses de criticité à faire et des gestions de criticité à faire. Énergie, numérique, défense, transition écologique, Sandrine, c'est les enjeux liés à cette considération de la criticité. Oui, et comme on dit, la criticité rentre dans un système complexe. Et dit mon voisin, l'eau, le sujet de l'eau, la biodiversité, les autres pollutions aussi qui peuvent, au-delà de juste les matières critiques. Mais déjà, j'ai été très heureuse de voir que la Commission européenne a mis une liste de matières critiques parce qu'on sortait du que carbone, que décarbonation. C'est des sujets, si on prend la décarbonation en monocritère, avec des objectifs de performance uniquement sur le carbone, on va être anti-productif, on va aller à l'encontre de ce qu'on leur souhaite. Donc c'est avoir toujours cette vision holistique, globale du système, multi-échelle, elle est comme un fractal. En fait, on a l'échelle du local et l'échelle globale, et sans arrêt faire cette réunion de la tête et des pieds, en passant par tout le corps. Quand on se soigne, on ne soigne pas qu'un symptôme. Et encore, on le fait un peu comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on devrait se soigner. C'est en se prenant, on est en globalité. Pourquoi la transition écologique, environnementale renforce la criticité aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Je ne suis pas sûr qu'elle la renforce, mais comme on le disait tout à l'heure, la criticité dépend de time and place. Et aujourd'hui, si on considère que les nouvelles technologies de type éolienne, aimant permanent, batterie, etc., sont nécessaires pour un nouveau paysage énergétique qui va aller vers moins de carbone et puis peut-être un peu plus de souveraineté, puisque c'est le terme à la mode, ça demande des matériaux. Je veux dire, quelque part, les jours où je vais être provocant, je dis que quand on parle d'énergie renouvelable, elles ne sont pas renouvelables. Parce que le vent, le soleil sont peut-être à disposition, mais pour les attraper, on a besoin de matériaux. Donc finalement, comme le disait Antoine tout à l'heure, on passe d'un siècle des hydrocarbures à un siècle des matériaux. Et c'est ça qui rend ces matériaux et les supply chains qui vont derrière critiques. Sandrine. Juste Stéphane, oui, en fait, transition écologique et transition énergétique. Donc j'ai peut-être pas répondu parce qu'en fait transition énergétique, là du coup j'entends bien transition écologique, c'est pas que la transition énergétique. Et on pourrait rajouter la transition numérique. Juste pour revenir quand même sur l'aspect géopolitique. Voilà. Merci pour la. Ouais. Non, mais on voit bien. Parce que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Voilà, on voit bien que le monde d'aujourd'hui c'est quand même façonné avec la carte du pétrole et des hydrocarbures. Comment va se façonner le monde de demain avec la carte des métaux ou des matériaux et les endroits de transformation, parce que d'ailleurs le raffinage dans le pétrole a souvent été le parent pauvre de la chaîne de valeur. Nous qui connaissons la chimie de l'uranium, on sait que c'est le parent pauvre, et pourtant quand on regarde le vrai point faible, bon en théorie il n'y en a pas sur la supply chain du nucléaire, je dis ça en clin d'œil très français, ce sont les usines de chimie de l'uranium, et quand on regarde ces métaux critiques, nous d'ailleurs avec le fonds qu'on lève, moi dès le début j'avais dit le sujet c'est pas forcément les mines de lithium ou les mines de manganèse, ça va être les raffineries de nickel, de cobalt, ça va être les usines de fabrication d'électrodes, donc d'anodes et de cathodes. Et d'ailleurs, ce sujet rejoint le sujet de la souveraineté, parce que comme l'a dit Christophe sur les terres rares,
c'est pas tant la géologie en fait, ce sont les routes que vous dessinez, que vous maîtrisez, et surtout les endroits où vous maîtrisez la transformation finale. Parce que si ça sert à rien que Renault signe un accord avec une mine de lithium au Chili, si ensuite ce lithium va être apporté en Chine pour la fabrication de l'anode et de la cathode. Voilà, donc il y a une compréhension globale aujourd'hui et de l'importance de l'ensemble de ces sujets sur la chaîne de valeur. On parlera, je pense, dans quelques instants de recyclage aussi. Et pour revenir à la géopolitique, il y a un point qu'il faut qu'on ait quand même tous en tête, c'est aussi l'aspect social de l'extraction dans les pays où est la matière. Et l'aspect environnemental, évidemment. Parce que de plus en plus, on trouve des technologies d'extraction qui sont, entre guillemets, propres, mais il y a quand même des centaines d'années encore de travail à faire sur ces sujets. Vous évoquiez, c'est intéressant, nous, sur les projets, on applique des normes ESG, évidemment, et tout le monde va être au mieux 10 ans sur ces normes environnementales autour des projets. Aujourd'hui, dans la mine, il y a une norme qui s'impose, qui est la norme IRMA. Et cette norme IRMA, elle liste 150 critères. Et les émissions de CO2 de la mine, en fait, ne sont qu'un parmi d'autres. Et si vous mettez que les émissions de CO2 comme critère, bah, vous rayez 99% des mines de la planète. Donc en fait, c'est un équilibre, y compris avec le give back sur les populations locales et le travail avec les populations locales. Ça aussi, on en a eu l'expérience, on travaillait dans l'uranium avec les pays où on extrait l'uranium. Et on y reviendra tout à l'heure. Ça veut dire que pour continuer sur ce contexte et pour clore ce chapitre du contexte, de la criticité, les enjeux économiques, environnementaux et également géopolitiques sont intimement liés. Complètement. Alors, une petite publicité pour le travail auquel je collabore avec les Nations Unies. Justement, les Nations Unies ont développé un framework qui s'appelle UNFC, et derrière un Research Management System qui prend en compte non seulement la géologie, mais aussi tous les aspects que Antoine vient de citer, pour qu'on puisse évaluer un projet sur l'ensemble de ses dimensions et pas uniquement sur son aspect géologie. On n'est pas sur le coût uniquement immédiat, on est aussi sur les coûts cachés, je dirais, à la fois humains, sociaux, environnementaux. C'est les coûts, mais pas que les coûts, puisque le social ne se ramène pas forcément à de l'argent non plus. Oui. Et un autre sujet qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder aussi en termes de géopolitique, c'est où on fait quoi. Parce qu'aujourd'hui, on explique aux pays africains que pour leur développement, il faut qu'ils développent l'industrie. Et en même temps, on leur dit, oui, mais nous, on veut faire le raffinage chez nous, donc envoie-nous la matière directement et brute. Donc là aussi, il y aura un moment ou un autre, au niveau géopolitique international, des discussions et des arbitrages à avoir entre les objectifs de développement des pays en voie de développement et la souveraineté de pays comme les nôtres, les deux étant légitimes. Dépendance aux importations et tensions d'approvisionnement, c'est ce qui vient, je veux dire, conclure un peu cette image de la criticité. C'est probablement la résultante, ou disons la photo que l'on peut prendre, mais n'oublions pas tout ce qui a été dit précédemment. Pour l'illustrer d'un exemple que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, finalement, en France, nous produisions des terres rares. En Californie, on produisait des terres rares. Et pour toutes les raisons que Antoine, Sandrine et Christophe ont évoquées, finalement, ces éléments de la chaîne de valeur ont été abandonnés. Parfois, je dirais, sans réflexion aussi prospective qu'il aurait fallu. Et maintenant, il faut tout reconstruire. Donc, avoir une connaissance globale de ces sujets, bien analyser les chaînes de valeur, les rendre robustes, socialement acceptables, ça fait partie d'une solution. On va basculer justement, puisque vous en parlez, sur cette deuxième partie, sur le pilotage de la chaîne de valeur, les tensions et les arbitrages nécessaires aujourd'hui. Peut-être essayer de comprendre ce qu'on entend par chaîne de valeur. Est-ce que c'est quelque chose qui est fluide, tous les maillons sont liés, ou est-ce qu'aujourd'hui cette chaîne elle est fragmentée? Et de quoi parle-t-on? Quelles sont les différentes étapes? Antoine? Ben là encore, ça va dépendre de la technologie ou de l'usage final. J'ai reparlé des batteries, puisque c'est un sujet qu'on approfondit beaucoup en ce moment. La chaîne de valeur batterie, c'est l'extraction des métaux. C'est d'abord une technologie finale. Donc aujourd'hui, dans une Renault 5 électrique, vous avez un certain type de batterie.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les deux principales technologies, c'est NMC et LFP. Quand on prend par exemple NMC, là, je suis en train de vous parler de la cathode. Et donc, il y a l'électrolyte qui est en lithium, et puis il y a l'anode qui est souvent en graphite. Donc, quand vous regardez aujourd'hui le poids d'une batterie et la composition en métaux, vous avez un peu de cuivre, beaucoup de graphite, pas mal de lithium, un peu de nickel, un peu de manganèse, un peu de cobalt. Voilà, c'est ça, grosso modo, une batterie dans une batterie. Donc, quelle est cette chaîne de valeur ? Il y a d'abord l'extraction. Donc, quand vous êtes un constructeur automobile ou un fabricant de batteries, vous devez signer ce qu'on appelle des off-take, des contrats d'approvisionnement avec ces mines. Ensuite, là où ça se devient plus complexe, c'est que vous devez apporter ce matériau, ce métal dans les usines de raffinage ou de transformation pour transformer ça en hydroxyde de lithium ou en carbonate de lithium, qui sont les matériaux dits précursifs avant d'entrer dans la fabrication de la cathode ou de l'anode ou de l'électrolyte. Ensuite, vous allez dans les usines de cathode ou d'anode. En Europe, on a guère plus qu'une usine de cathode qui fonctionne, qui est l'usine du Micor en Pologne. C'est vous dire le niveau de dépendance sur ce sujet-là. Le reste, c'est en Asie. On sait que l'Europe a une dépendance extrême, voilà. Effectivement. Aujourd'hui, en Europe, sur cette chaîne de valeur, on extrait sur notre sol 1% des métaux qu'on va retrouver à la fin dans nos véhicules. Donc on dépend à 99%. Voilà, c'est vous donne. Et l'objectif de la Commission européenne, c'est d'aller à 10% d'indépendance à horizon 2030. Donc vous voyez, c'est progressif et c'est sur le long terme. D'un autre côté, c'est là où c'est bien d'être étudiant aujourd'hui, c'est vraiment transgénérationnel. Quand on observe les sujets de l'aéronautique, la Chine ne savait pas fabriquer un avion il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est probablement le principal challenger mondial. Donc je termine. Après les cathodes et anodes, ça arrive dans ce qu'on appelle les gigafactories, les usines d'assemblage de cellules de batterie, où là la technologie est quand même, le savoir-faire pardon, est quand même très très difficile à acquérir, et on voit que les sociétés qui se sont créées ces dernières années, il y a une 50aine de projets d'usines de gigafactory en Europe. Tout ça, ça a représenté presque 200 ou 300 milliards d'argent qui est en train d'être investi. Donc là aussi, les montants sont colossaux. Je rappelle, ordre de grandeur, que la France investit chaque année 50 milliards d'euros dans sa transition énergétique et écologique, tous sujets confondus. Donc vous voyez, quand on dit que sur la batterie, il faut 200, 300, 400 milliards à investir en Europe dans les 10 prochaines années, c'est pas des petites sommes. L'effort est colossal. Voilà, donc ça arrive dans les gigafactories. Donc là aussi, il faut maîtriser. Il y a eu récemment une société qui s'appelle Northvolt qui a fait faillite, qui était un très très gros projet en Suède, qui avait levé, je crois, 6 milliards au total. Et ils étaient obligés de réimporter du savoir-faire chinois. Et là aussi, il faudra une très grande conscience et une très grande humilité sur le fait qu'on a besoin de réimporter ces savoir-faire. Une société qui s'appelle Verkor, qui est en France, a fait venir 200 ingénieurs coréens pour réapprendre le savoir-faire. Alors, je ne suis pas en train de vous délivrer un message ce matin en vous disant que c'est perdu. Je suis juste en train de vous dire, je pense qu'on dit tout ça globalement, c'est que c'est un effort global et de long terme pour une réussite sur des enjeux qui dépassent une simple génération. C'est le challenge déjà des 10-15 prochaines années, voilà. Et puis plus. Donc je termine en disant, cette chaîne de valeur, on voit bien comment elle est chacune des étapes. Il faut maîtriser chacune des étapes. S'il y en a une sur laquelle vous êtes dépendante sur tout. Il y a un sujet économique. Aujourd'hui, il y a un différentiel de 40% entre une batterie européenne et une batterie chinoise. Et quand on sait que les constructeurs automobiles se battent sur des marges de 3 à 5%, on voit bien la différence. Et que le poids économique d'une batterie dans un véhicule dit mass market, c'est 40% du prix. Alors c'est pas grave si vous achetez une voiture à 80 000 €, la batterie c'est pas si cher. Mais si vous achetez une voiture à 15 000 €, et c'est la bataille du moment entre les Renault, les Dacia, les BYD et compagnie, c'est essentiel en compétitivité. Parce qu'on n'a pas parlé emploi aussi, mais il y a ce sujet-là derrière. On ira après. Et voilà, je termine sur la batterie, comme ça tout le monde voit. Et puis après, si vous voulez rendre le truc vertueux, il faut le rendre circulaire, et donc récupérer la black mass dans les batteries, le recycler, etc., etc. Donc je synthétise quand même: extraction, raffinage, transformation, intégration de ces matériaux, et recyclage, effectivement, pour aller au bout de la chaîne de valeur. Mais avant de passer au recyclage, un point important qu'Antoine a signalé, c'est les compétences.
compétences et savoir-faire qui sont trop souvent ignorés. Mais déjà, on décrit la chaîne de valeur, comme ça tout le monde la maîtrise. Ah oui. Mais effectivement, à chaque niveau, il y a des incidences qu'on va décortiquer ensemble maintenant, donc des partenariats pour pouvoir aller extraire ces matériaux, pour pouvoir ensuite les raffiner. Il y a des technologies qui deviennent critiques, elles aussi, ce que vous disiez déjà. Je vois Oui, je vous disais, dans la chaîne de valeur, vous avez peut-être oublié un élément qui est l'utilisation, parce que là aussi, la durée de vie d'une batterie, par exemple, ça fait partie de la chaîne de valeur aussi. Tout à fait. Et Ouais, moi, je vais aller sur une autre chaîne de valeur, parce qu'on est à l'école des ponts. Donc, pour construire un pont, il faut des matériaux de construction, et en l'occurrence, beaucoup de béton. Alors, on fait des ponts autre chose que le béton, mais le béton, c'est l'industrie que je connais. Et là, on est beaucoup plus local. On va extraire les matières premières sur site. Le béton, c'est quoi? C'est un mélange de granulats, donc des cailloux, de sable, de ciment. Le ciment, la cimenterie en général, elle va être à 100 km, c'est peut-être le matériau qui va faire la plus longue distance. Une centrale à béton, elle va être maximum à 30 km du point de chantier, voire sur le chantier, sur les grands chantiers. Il y a des centrales à béton sur site. Et le sable aujourd'hui, qui est une ressource critique, en France, 70% du sable, c'est du sable de carrière, donc c'est plus du sable de rivière, il y a encore un peu, mais voilà, il y a eu aussi déjà un gros travail pour substituer ces matériaux. Alors aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone du ciment, du clinker, qui est un constituant du ciment, qui a été pointé du doigt. Ce que je veux dire là aussi, si on ne regarde pas que la décarbonation, le matériau béton a vraiment toutes les cartes à jouer, notamment sur le recyclage, puisque depuis le projet national Recy-Béton, on a pu voir qu'on pouvait recycler le béton dans le béton. Donc quand on fait de la déconstruction, du tri, donc le tri est très très important, on en parlait tout à l'heure, ça aussi dans la criticité, le tri et la logistique, donc avoir les pouvoirs de décision le plus rapidement sur le chantier et de les réutiliser. Et aujourd'hui, la norme béton autorise le recyclage du béton dans le béton. Donc ça y est, on lance cette circularité également dans le béton. Quels sont les goulots d'étranglement sur cette chaîne de valeur? Enfin, on a commencé à l'évoquer avec vous, Antoine, mais voilà, quels sont des points en fonction peut-être des filières qui peuvent... Je crois que le point d'étranglement d'une chaîne de valeur, elle est spécifique à une chaîne de valeur donnée. Donc pour certaines choses, ça va être le raffinage, pour d'autres, ça va être l'étape suivante de fabrication, pour d'autres, ça peut être aussi l'accès aux matériaux. Vous avez des exemples? On en parlait sur le raffinage des terres rares, on en parlait sur l'enrichissement sur l'uranium, qui sont clairement, quand on regarde la diversification, des endroits où aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut passer par là. On pourrait parler dans le domaine de l'électronique, tous ceux qui sont les petites puces et semi-conducteurs, ils sont tous fabriqués en Asie. Et demain, vous avez un gros tremblement de terre à Taïwan, vous allez attendre longtemps pour avoir votre iPhone numéro suivant, par exemple. Si on en a besoin, si on en a vraiment besoin. Alors voilà, donc après on tombe sur est-ce qu'on en a besoin, donc on tombe aussi sur... Dans gérer cette chaîne de valeur, c'est gérer la diversification de ces approvisionnements quand on peut, c'est gérer des matériaux de substitution, c'est réfléchir aussi en conception, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que je peux faire autrement ou plus simple ou faire durer plus longtemps, ça va faire partie des choses qui vont permettre de gérer ça. Alors, par contre, l'un des goulets d'étranglement qui est commun partout, c'est la notion de qu'est-ce que je fais en fin de vie. Donc moi, je ne parle plus de value chain parce que je préférais qu'on parle de ring chain pour faire rentrer la notion qu'un matériau, quand il a fini sa vie quelque part, il peut avoir une nouvelle vie quelque part. Et aujourd'hui, on n'est pas encore très bon dans ce domaine-là. Aujourd'hui, un matériau qui a fini sa vie dans un téléphone, il va rarement repartir dans un téléphone. Dans le meilleur des cas, il va repartir dans autre chose. Et donc là, on a un goulot d'étranglement qui demande de l'innovation. Et de l'innovation non seulement sur la récupération, mais aussi sur la conception en amont. Sur la conception en amont. Donc comment, en tant qu'acteur industriel, en tant que politique scientifique, on s'organise finalement pour manager et sécuriser la complexité. Vous avez des expériences diverses, des expertises diverses. Voilà, sur quel secteur, des exemples d'organisation, d'action, d'anticipation, Louis-François? Je crois que les exemples sont très nombreux. En fait, on peut redire un mot du nucléaire et de l'uranium. Et puis après, je donnerai un exemple qui est presque à l'opposé en termes de complexité, de dimension. On peut se dire, effectivement, l'uranium est une ressource rare et il faut sans doute réfléchir
à moyen et long terme à la façon de s'en passer même. Il existe des filières de réacteurs qui n'ont pas besoin d'uranium au sens uranium sorti de la mine. Les réacteurs à neutrons rapides, dont on commence à reparler en France, peuvent fonctionner, ou le thorium, sont des solutions. Les réacteurs à neutrons rapides, on en a eu qui ont fonctionné en France, on en a qui fonctionnent en Russie, aux États-Unis, en Chine. C'est une filière que l'on peut relancer et qui nous mettrait à l'abri de la problématique d'importation d'uranium issu des mines et même de l'enrichissement, de toute la chaîne de valeur. En fait, on crée une nouvelle chaîne de valeur à partir d'un nouveau procédé. procédé. Une des clés du pilotage, c'est la substitution. C'est la R&D, l'innovation, la substitution. Je vais prendre un autre exemple qui peut paraître tout petit, mais qui a une grande importance en fait. Pour ceux qui connaissent cette activité qui a été développée par Vinci, dans la déconstruction des bâtiments, récupérer les câbles électriques et les réemployer. La réaction normale, entre guillemets, aurait été de refondre ces câbles pour en refaire du cuivre. Mais on peut déposer soigneusement les câbles, essayer de comprendre à quoi ils servaient et les réemployer dans des nouveaux bâtiments. Voilà. Donc il y a des solutions, elles sont toutes adaptées à la problématique et à la géographie considérée. Christophe ? Oui, toujours dans le domaine des bâtiments, il y a la réutilisation des métaux. Et aujourd'hui, l'un des freins à la réutilisation des métaux, c'est qu'on ne sait pas exactement, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tracé, quelles sont la composition des métaux. Donc là aussi, il y a un enjeu de caractérisation pour pouvoir les réutiliser et les recycler de la meilleure façon possible, par exemple. Et il peut y avoir aussi des réglementations différentes d'un pays à l'autre qui rendent les transferts de matières recyclées difficiles. Donc c'est aussi un point sur lequel il faut travailler. Ça s'applique, je crois, au plastique, dont le commerce transfrontalier n'est pas simple du tout. Mais là, je laisserai les experts développer ce sujet. Mais ce qu'on est en train de dire, et on le sait tous, c'est que sur le sujet du recyclage, aujourd'hui, la plupart des chaînes de valeur font que le recyclage n'est pas économique quand il est mis en face de l'extraction et de la transformation directe. C'est le cas dans l'uranium, c'est le cas dans les batteries, c'est le cas dans énormément de chaînes de valeur. Donc on était en train de dire, c'est là où la réglementation peut jouer un rôle. Et moi, je voudrais dire aux ingénieurs et aux futurs ingénieurs qu'il y a besoin d'aller aider le politique et le législateur sur des sujets d'une complexité sans nom. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a des projets à faire aboutir, des technologies sur lesquelles faire de la recherche, mais il y a aussi un rôle qui est essentiel d'aller orienter le législateur et le politique sur ces sujets. Je reviens dans les batteries. Aujourd'hui, les batteries ne sont pas, comme l'a dit Christophe, pas traçables, pas tracées. Aujourd'hui, la black mass, donc qui est issue du recyclage des batteries, n'est pas considérée comme un matériau dangereux. En fait, ça a un inconvénient. On se dirait le considérer comme un matériau dangereux, c'est plein de contraintes. Mais s'il était considéré en Europe comme un matériau dangereux, il serait tracé. Et on saurait, dans les batteries recyclées, si on a du vrai truc recyclé ou quelque chose qui vient de quelque part en Chine, mais on ne sait pas bien quoi. Ça veut dire que pour manager la complexité, la criticité, il faut aussi peut-être changer de grille de valeur et mesurer non pas uniquement le coût de fabrication et le comparer au recyclage ou le coût d'extraction et raffinage. Il y a aussi les risques environnementaux, sociaux, logistiques à intégrer parce que ça fait partie effectivement de l'équation globale. Oui, tout à fait. Et un autre paramètre, c'est la gestion des stocks. Je veux dire, pour être hyper efficace, on veut être en flux tendu, sauf qu'en flux tendu, le moindre problème vous met à côté. Donc là aussi, si on est sur des matériaux critiques, ou par exemple, on peut se poser la question de savoir si on accepte de payer, d'investir dans un stock un peu plus important, pour justement se prémunir de la fermeture du détroit d'Ormuz ou de n'importe quelle autre crise qui puisse arriver, par exemple. C'est un instrument qu'on a pratiqué dans les années 70 à la suite des chocs pétroliers. La constitution de stocks stratégiques dans les États était une obligation. Dans certains États, pas dans tous. Et puis on a un peu perdu tout ça. C'est un peu le problème des années, je dirais, faciles. Les années 80, 90, 2000 qui étaient faciles à tout point de vue. Les chaînes de valeur se sont étendues. On faisait appel à des fournisseurs qu'on ne connaissait pas très bien. Les réglementations n'étaient pas bien connues, n'étaient pas les mêmes partout.
Et puis, bon, tout ça a explosé d'une certaine façon avec la crise Covid, dont je ne suis pas sûr qu'on ait retenu toutes les leçons. Donc là, il faut remettre ça en place, effectivement, et redemander aux politiques de jouer son rôle sur ces questions. Sandrine? Moi, je veux juste sur un petit complément sur le coût. Effectivement, si on regarde à l'échelle du produit, c'est certainement pas rentable. Par contre, dans la construction, si on regarde à l'échelle d'un chantier, un grand chantier qui va durer 10 ans et qu'à un moment, on ne sait plus où évacuer les matériaux, où là, ça devient un problème économique aussi. Hein. Donc, je ne suis pas sûre qu'au bout du bout, on n'ait pas en plus un intérêt quand même économique. Alors, ça ne doit pas être le driver au départ, mais une fois qu'on aura fini le chantier, je pense que c'est quand même intéressant de faire un retour d'expérience aussi sur le coût, parce que je suis pas complètement sûr qu'on rentre pas dans nos... Mais là, vous m'amenez, moi quand j'étais à la Caisse des dépôts, j'ai la chance de m'occuper de ces sujets en prenant cet angle des externalités positives ou négatives et en incluant ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle pression qui vient du consommateur que nous sommes. Donc c'est notre responsabilité à avoir les meilleurs produits au plus bas coût, qu'en fait, aucun industriel, aucun gouvernement finalement n'intègre ces externalités positives ou négatives. On a longtemps parlé du coût du carbone, mais en fait c'est sur l'ensemble, l'impact sur la biodiversité, etc. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement de ces modèles économiques, malheureusement, et ça pour moi c'est la faute des consommateurs finaux, il n'y a pas une pression suffisante pour que la réglementation et les modèles économiques intègrent ces externalités. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça changerait complètement la donne. Si on intégrait ces externalités, tout de suite, le recyclage deviendrait vertueux. Tout de suite, on irait sur ces sujets. Et c'est pour ça que je reviens au master, parce que c'est ça dont on parle ce matin. Il faut démontrer que justement, il y a une viabilité technologique, il y a une viabilité économique pour aller influencer politique, industriels, consommateurs, législateurs, pour que tout ça évolue dans le temps. Alors, je vais juste faire un complément, parce que alors, la réglementation, c'est sûr que c'est bien. Pour avoir vécu la réglementation de l'intérieur, quand on en arrive à la réglementation, c'est que ce n'est pas un carnet. Donc je pense que c'est vraiment d'aller informer. Et sur le tunnel sur lequel j'ai travaillé, c'est le maître d'ouvrage qui l'a demandé, donc le client. Et effectivement, il faut un client éclairé qui soit engagé et qui incarne ces valeurs-là. Et là, il faut aller parler aux politiques, aux maîtres d'ouvrage, à l'administration, et avec notre bâton de pèlerin et faire le tour. Justement, en termes de réglementation, on a parlé effectivement de celles qui existent en France, en Europe, mais enfin on les a évoquées, et certains pays ont leur mode de fonctionnement, mais finalement, voilà, il n'y a pas d'accord, donc on est obligé de mettre en place des stratégies, des coopérations, des partenariats. Comment on s'organise justement pour piloter cette chaîne de valeur, pour la sécuriser, notamment quand on a des fournisseurs. Est-ce qu'il faut rester avec un fournisseur, 2 fournisseurs? Où est-ce qu'il se situe tout ça? Est-ce qu'il faut l'étudier? On en parlait, mais on ne l'a pas suffisamment creusé à mon sens. Louis-François d'abord et Christophe derrière. Oui, très rapidement, il n'y a pas de solution unique, bien sûr. Là encore, on va faire du cas par cas. Mais je citerai l'exemple, sans dire qui me l'a soufflé, d'un industriel qui pensait être très serein sur un approvisionnement donné, puisqu'il avait 4 ou 5 fournisseurs qui, en fait, s'approvisionnaient tous à la même source. Voilà. Qui n'était pas forcément dans un pays sympathique dont je ne donnerai pas le nom. Donc il faut d'abord connaître ces chaînes de valeur de façon extrêmement précise. Il faut y aller. Enfin, j'ai l'air de dire des choses qui sont d'une banalité totale, mais j'ai vu là aussi dans des industries que j'ai fréquentées des gens qui ne connaissaient pas leur chaîne de valeur, qui ne connaissaient pas les usines dans lesquelles étaient fabriqués les produits qu'ils recevaient. Et les territoires, et les cultures, et les pays de production, etc. Voilà, parce que tout ça est indissociable. Vous pouvez dire, bon, j'ai visité l'usine, oui, mais l'usine, elle est dans un territoire. Si vous ne connaissez pas le territoire, si vous ne connaissez pas les relations entre l'usine et son territoire dans un pays donné, vous êtes en risque. Bon, je pense que beaucoup de gens l'ont compris aujourd'hui. Alors, les partenariats, ça peut prendre différentes formes. Je suis sûr qu'Antoine a plein d'idées là-dessus. Des investissements partagés, un actionnariat de long terme, stable, etc. Il y a plein de façons de sécuriser les choses. Mais notamment entre concurrents, il est possible de s'organiser, bien sûr, Christophe. Bien sûr, il peut y avoir des sujets d'intérêt commun. On l'a vu sur l'acier. Voilà, c'est ça, on l'a vu sur l'acier. Puis il y avoir des sujets d'intérêt commun où on met de côté,
on garde la concurrence là où elle est nécessaire, et puis sur d'autres, au contraire, justement, on travaille ensemble sur les mêmes perspectives, tout à fait. C'était le cas du Japon et des États-Unis à un moment donné, c'est ça? Oui, il y a eu des choses sur le Japon et les États-Unis. Alors, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande discussion aux États-Unis sur le rachat de US Steel par Nippon Steel. Alors, est-ce que c'est de la prédation? Est-ce qu'on perd? Et finalement, au bout d'un certain temps, tout le monde s'est rendu compte que c'était l'intérêt bien compris de US Steel de bénéficier des technologies de Nippon Steel. Ça s'est plus rappelé un rachat, ça s'est appelé un partenariat, parce qu'ils ont revu les termes de l'échange, qu'ils ont approfondi ce que chacun y gagnait, et à partir de là, on peut repartir sur de bonnes bases, oui, tout à fait. Donc, piloter sa chaîne de valeur, c'est aussi... tisser des relations avec les pays producteurs de ces matériaux ou extracteurs de ces matériaux, oui, tout à fait. Et qui détiennent les technologies aussi. Tout à fait, mais on l'a dit, finalement, il n'y aura aucune sécurité maximale. Donc le système qui vous permet de maximiser votre sécurité sur ces chaînes de valeur, c'est un mélange de stock stratégique, de diversification. La diversification, c'est une diversification de pays, de fournisseurs. Vous pouvez par exemple être avec un seul groupe mondial, j'en sais rien, Rio Tinto, donc qui a des mines un peu partout, donc vous dites ok, je suis diversifié en pays, mais si Rio Tinto, bon c'est Rio Tinto, ils vont pas le faire, fait faillite, bah vous êtes mal. Donc c'est diversifier les producteurs, les pays, les technologies sous-jacentes, c'est énormément de choses, mais je crois qu'il y a un mot aussi, pardon, j'étais parti sur autre chose, moi je pense qu'on n'a pas parlé de sobriété aussi, on en a parlé au début. Est-ce que vous avez un temps d'avance à chaque fois, Antoine? Oui, pardon. Parce que vous réfléchissez plus vite que moi. Non, c'est juste que je repensais aujourd'hui au vrai travail qui va devoir être fait et qui est colossal, qui aura des impacts colossaux. On l'a vu sur l'énergie où dès qu'on s'est mis un peu au boulot sur la sobriété, ben on y est arrivé. Parce qu'il y avait un coût derrière. Sur ces matériaux critiques, quand on commence à travailler sur la sobriété, à tout endroit de la chaîne de valeur et dans la consommation finale, les gisements vont être incroyables et ça va déplacer les équilibres. Parce que c'est aussi un mot qu'on n'a pas forcément prononcé ce matin. C'est tout ça, c'est des équilibres très subtils en fait. Et donc dès que vous... imaginez là, on enlève le nickel des batteries, ce qui est possible. Regardez, demain, bon, il y a un problème pour l'Indonésie et la Nouvelle-Calédonie, mais voilà, on arrête d'être dépendant à l'Indonésie notamment. Voilà, donc tout ça, toute cette histoire de sobriété, de déplacer le curseur, moi je crois que ça va beaucoup se jouer autour de ça. Faites très bien le pont. Voilà. On bascule sur la partie 3, vers un management stratégique et éthique de la complexité. Et justement, cet aspect que vous évoquez, c'est l'éthique, c'est l'acceptabilité, c'est la transparence, comment on concilie performance et responsabilité. Donc on intègre aussi la sobriété, on fait ce travail-là. Continuons. Oui. Hein. Et nous, dans les discussions avec les investisseurs et les industriels sur ce fonds batterie, je dînais avec le CTO de Stellantis, qui est un Américain, et qui me disait, mais Antoine, pas possible qu'on aille faire toutes ces batteries et balancer ces millions de tonnes de métaux un peu partout dans la planète. Et il le disait en le pensant vraiment. Et je lui disais, mais alors quel substitut tu vois à long terme? Alors lui, il est sur l'hydrogène, mais je ne suis pas sûr qu'il ait totalement raison en termes de technologie. C'est un débat que je ne vais pas ouvrir ce matin. Mais voilà, je pense qu'on a besoin à tout endroit de cette chaîne d'avoir une approche éthique. Et j'en reviens, vous disiez Sandrine que la Commission européenne était sortie du tout décarbonation, et ça c'est essentiel. Elle est aussi en train de sortir du tout pour le prix le plus bas pour le consommateur. Et aujourd'hui, là, quand on disait que des partenariats peuvent être noués entre grands industriels, c'est parce que ça y est, enfin la Commission européenne arrête de leur taper dessus dès qu'ils font ça. Voilà, donc je pense que c'est en train d'évoluer, que cette notion d'éthique et de sobriété va arriver, mais elle doit venir de nous, les utilisateurs finaux. Sandrine. Justement, au niveau de la réglementation, la nouvelle Clean Industry Deal qui introduit, donc qui est arrivée là en février 2025, 23% en circularité. Donc il va falloir qu'en 2026, tous les pays aient déployé leur stratégie pour qu'en 2030, on arrive à 24% de circularité dans la production
quelle qu'elle soit. Alors je ne sais pas comment elle va être déclinée, c'est un fort engagement, mais pour montrer que voilà, l'Europe est passée à autre chose que juste la décarbonation. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et je voulais aussi dire, c'est sur la surabilité, aussi la sécurité, parce que quand on réutilise des matériaux, on n'a pas de recul non plus à savoir est-ce qu'on aura les mêmes performances. Et donc il y a tout un enjeu aussi, c'est d'embarquer. En France, par exemple, sur la construction, on a la décennale, c'est les assureurs de la QC qui vont mettre leur tampon. Il faut aussi embarquer les assureurs pour rassurer les assureurs. Voilà, c'est à la fois important. Un système formidable en France où on a... il n'y a nul autre pays au monde qui a autant effectivement de normes et qui nous garantissent d'avoir des constructions sécures. Et en même temps, ça amène beaucoup d'inertie. Exact. Mais alors, ça amène de l'inertie, mais une fois que c'est mis en route, par contre, ça amène beaucoup de stabilité. Donc, aujourd'hui, au niveau des normes, on est en train de faire bouger justement, dans les commissions de normalisation béton et ciment auxquelles je participe, on est en train de trouver des solutions pour enlever un peu cette inertie sans faire prendre de risques non plus, parce qu'un tunnel, c'est 120 ans de durée de service. Vous n'avez pas envie non plus que... voilà, il faut que ça tienne. Oui, je pense que l'éthique, ça reprend beaucoup de choses, et notamment sur cette notion d'usage et de conception. Parce qu'un ingénieur normalement constitué, il veut toujours aller gratter le dernier truc. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ça coûte cher en temps, en contraintes, éventuellement en matériaux, et peut-être qu'il serait suffisant de s'arrêter un peu avant. Donc je pense qu'il y a une révolution éthique à avoir, mais aussi une révolution culturelle, de vraiment faire l'analyse de qu'est-ce qui est absolument nécessaire et qu'est-ce que au-delà devient de la gadget. On revient sur cette notion de sobriété qui peut nous permettre, et ça c'est à mon sens une vraie réflexion éthique, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Alors au niveau personnel, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer d'iPhone tous les jours, puisque l'impact principal carbone du téléphone... Antoine vérifie qu'il a bien éteint du coup. Voilà, c'est ça, c'est le changement de machine. Très bien. Voilà. Donc est-ce qu'on a besoin de changer d'iPhone tout Et au-delà de même de le changer, est-ce que dans sa construction, ça a été dénoncé il y a quelques années. Exactement. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une quarantaine de métaux rares qui soient pour la plupart inaccessibles une fois la durée de vie de l'objet finie ? Par exemple. Alors dans les autres aspects éthiques, effectivement, je jette un petit pavé dans la mare. On met des normes environnementales, sociales, etc., les plus hautes possibles, en disant la mine, allez travailler comme ça au fin fond de l'Afrique ou au fin fond du Chili. Ah mais nous, nous en Europe, on ne veut pas de mine, c'est trop sale. Alors, je veux dire, quelque part aussi, éthiquement, alors qu'on a des minerais ou des matériaux qu'on pourrait extraire en Europe, et qu'on s'est fixé des normes pour le faire dans les meilleures conditions, on n'ose pas le faire. Et là aussi, je pense que éthiquement, est-ce que c'est normal ? Ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Antoine sur effectivement l'acceptabilité et sur le rôle que jouent les citoyens finalement. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas en train de se voiler la face sur les véritables enjeux ? Est-ce qu'on est prêt à accepter d'avoir certains désagréments plutôt que de les envoyer à l'autre bout du monde ? Louis-François, je vous vois réagir. On est clairement un peu schizophrène sur ces sujets. Très clairement, ou hypocrite, on va dire. Je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. Mais pour revenir, enfin, à moins que vous vouliez qu'on... Non, mais oui, donc cet aspect, il est intéressant parce qu'il y a de la gouvernance. On parlait gouvernance, ce mot, il résonne, puisqu'on parlait tout à l'heure des critères ESG. Il y a la gouvernance, environnement, social, gouvernance. La gouvernance, c'est les pouvoirs publics, ce sont les entreprises, les filières industrielles, mais c'est aussi les citoyens et chacun d'entre nous. C'est l'imbrication de tout ça, mais effectivement, si on veut produire des solutions durables, soutenables, par rapport aux limites planétaires, pour ne parler que de la mine, il faut qu'elles soient acceptables de toute façon localement et par les parties prenantes, qui sont aussi les clients, les consommateurs, etc. Donc tout ça doit être intégré. Antoine évoquait une compagnie minière qui, si je me souviens bien, a eu un jour un problème majeur en Australie, après avoir fait exploser, je cite de mémoire, une grotte qui était un lieu de culte pour des populations aborigènes. C'est d'ailleurs un sujet qui fera l'objet d'une étude de cas dans le master. Ça peut remettre en cause toute une chaîne d'approvisionnement. Et ça montre la fragilité du système, puisque finalement, un industriel, je dirais, qui ne serait pas attentif à ces questions peut se dire « moi j'ai un contrat, tout va bien, moi j'ai un contrat » auprès d'une compagnie, alors
pas forcément celle-là, qui peut me fournir la matière dont j'ai besoin parce qu'ils ont une diversité de sites de production. Mais en fait, si un problème se pose quelque part, toute la chaîne d'approvisionnement s'effondre. Il faut penser glocal, c'est ça? Glocal, voilà. Oui, mais il faut penser... Ça, parce que ça, c'est un mot que Sandrine m'a soufflé. Alors, moi, j'ai des amis, ils me disent Sandrine, elle a les pieds dans le béton et la tête au-dessus des nuages. Et pour moi, c'est ça l'approche locale, globale et locale. C'est vraiment important, toujours ces deux visions. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir porter des missions à un niveau mondial. Vous êtes obligé d'avoir cette vision globale et en même temps de rentrer dans le détail sur le chantier où là, il faut vraiment aller dans le local. Et je voulais juste rajouter sur le fait de l'industrie. Je pense qu'effectivement, l'image de l'industrie en France aujourd'hui, parce que depuis quelques années, on a essayé de désindustrialiser la France, n'a pas une belle image. Mais je pense qu'aujourd'hui, le grand public doit prendre conscience qu'ils sont tous dépendants de l'industrie. Nous sommes tous des industriels dans nos utilisations, de ce qu'on mange, de comment on s'habille, comment on se cultive, comment on communique. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est ce côté, alors schizophrène ou hypocrite, je ne sais pas, mais c'est de réaccepter qu'on vit tous de l'industrie. Mais, merci de faire écho à une de nos matinales de l'École des Ponts qui était sur la réindustrialisation et où on s'était posé la question de savoir ce que c'était que industrialiser une industrie, de quelle industrie on parlait, de quelle finalement stratégie on décide aujourd'hui si on veut relancer cette activité en France. Christophe, sur ces questions effectivement de global et local, oui, non, vous voyez réagir également. Non, mais c'est fondamental et justement, tout à l'heure je faisais allusion au UNRMS, United Nations Resource Management System, qui justement explicitement prend en compte les paramètres environnementaux, les paramètres d'acceptabilité du projet, dans l'idée que c'est pas la peine d'avoir une superbe géologie quelque part, si derrière, soit on ne sait pas l'extraire techniquement, mais soit elle n'a pas les critères environnementaux et sociaux qui lui permettent de réussir. On a vu d'ailleurs des projets de mines de lithium en Europe, en Serbie et au Portugal, rejetés par les populations locales. Alors peut-être pour de bonnes raisons, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ces projets se développent bien dans les territoires. Alors, un point sur lequel je voudrais quand même attirer l'attention, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il semble évident, c'est tout ce qui est transport. Ça peut être des aspects de faiblesse d'une chaîne ou d'un bracelet de valeur, mais là aussi, quand on regarde certains projets sont parfaits, sauf qu'ils sont à 500 km du premier port et qu'il n'y a pas de voie ferrée. D'accord ? Donc là aussi, quand on prend, il faut prendre les choses dans leur globalité et intégrer ces choses-là et voir comment, là aussi, et on revient sur ce qui peut être un partenariat public-privé, comment pour aider une mine dans un pays qui est loin, on peut mobiliser des ressources d'aide au développement pour aider à construire une voie ferrée, par exemple. Et là, on fait écho à un thème qui vous est cher, c'est la multiculturalité. Ça fait partie des solutions de demain qui sont déjà développées aujourd'hui, puisqu'on va conclure sur cette partie débat. Les outils, les postures, les compétences à développer demain, l'ingénieur, l'acteur scientifique et technique, est-ce qu'il doit aller au-delà de sa propre posture scientifique et d'ingénieur, évidemment. Il faut au moins qu'il la comprenne. Et je pense qu'aujourd'hui, on parlait des politiques qui ne connaissent pas suffisamment la technique, mais on peut aussi parler des ingénieurs qui ne connaissent pas non plus suffisamment les sciences politiques. Donc ça, je pense que c'est important d'acculturer les différents mondes. Et effectivement, dans le master, on a un sujet multiculturel qui n'est pas simplement le japonais par rapport à l'allemand, par rapport à l'africain, mais qui est aussi ces cultures métiers. Et justement l'acculturation à ce qui est important pour l'autre et ce que l'autre peut apporter. Sandrine, sur ces aspects de compréhension mutuelle. Tout à fait. Alors l'acculturation, tout à fait. Pour autant, c'est vrai qu'on a besoin aussi de compétences très techniques. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'ingénieurs généralistes. Je pense que c'est très bien aussi de compléter par un doctorat, par exemple, parce qu'à un des moments, il faut vraiment rentrer au cœur du sujet et aller très, très profondément. Donc, de pouvoir toujours faire comprendre,
Mais après, on ne va pas se substituer aux experts. Donc c'est très important de s'entourer, de partager. Et la multiculturalité, moi aussi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que en voyageant, on apprend beaucoup de choses, on échange. Et je pense que c'est vraiment important d'échanger sur ces sujets complexes, vraiment d'aller chercher l'information et de circuler. Antoine, sur ces outils et compétences nécessaires. C'est aussi un blocal. Complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Chaque ingénieur doit comprendre le sujet globalement. D'un autre côté, il y a un besoin de compétences ultra spécialisées qui est essentiel. La semaine dernière, j'ai assisté à un colloque à la Maison de la Chimie sur les nouvelles technologies de batterie. Je suis fier de voir que dans notre pays, on a justement des docteurs et des chercheurs qui sont à la pointe sur ces sujets-là. Ce qui m'amène à un autre point dont on n'a pas parlé ce matin. Il y aura des startups, il y aura des sociétés à créer pour les jeunes ingénieurs aussi à la sortie de leur cursus, au gré de leurs rencontres, que ce soit pendant leur doctorat, etc., pour aller faire les innovations de demain. Et honnêtement, moi, quand je regarde la chaîne de valeur de la batterie, ça va être assez compliqué à la technologie actuelle de faire bouger les lignes par rapport à ce qu'on a décrit ce matin. Par contre, si on met, et ça la France sait le faire, l'Europe sait faire, le paquet sur l'innovation, on peut dans 20 ans, 25 ans, grâce justement à ces innovations qu'auront trouvé les jeunes ingénieurs qui ensuite auront peut-être créé des startups ou rejoint des grands groupes et développer une nouvelle technologie, on pourra rattraper les retards. La semaine dernière, je regardais, je pense que certains d'entre vous la connaissent, une société qui s'appelle Tiamat, donc de technologie de batterie sodium-ion, société qui vient du CNRS en 2013, qui a eu un chemin pas évident, et puis ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, quand vous achetez une perceuse chez Leroy Merlin, dedans, la batterie, c'est une batterie sodium-ion, donc il n'y a pas de... Ou Castorama, non, ils ont signé avec Leroy Merlin, donc je suis désolé, je suis obligé de citer Leroy Merlin. Mais j'essayais d'équilibrer. Mais ils sont aussi en train de faire l'autre extrémité de la chaîne, en train de faire des systèmes de stockage stationnaire, donc là on parle des énormes batteries pour stabiliser le réseau, pour des clients. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté à leur tour de table. C'est des capitaux non européens qui sont rentrés sur leur dernier tour de table. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Mais voilà, moi, je crois vraiment, j'en reparlais d'ailleurs aussi avec Philippe Varin, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur le sujet des batteries. En fait, il me disait, Antoine, votre fonds chez Demeter, c'est un fonds pour les projets, là, pour la mine de graphite en Suède, pour celle d'Imeris dans les Alliés, pour l'usine de cathode d'Axins, là, dans le nord de la France, ou c'est un fonds pour les nouvelles technologies. Je lui disais, et là, Philippe, il faudrait 2 fonds. Il faudrait un pour le court terme, pour ces sujets de souveraineté, d'indépendance, de chaîne de valeur, pas dépendre pendant que Renault, Stellantis ne dépendent pas dans les 10 prochaines années de ces chaînes de valeur. Et puis, il faudrait aussi un fonds sur l'innovation. Et ça aussi, je crois qu'on a besoin de se mobiliser collectivement sur ces 2 sujets dans cette période actuelle qui est très contrainte sur le plan budgétaire. On voit la tendance, c'est les budgets innovation qui baissent, alors qu'en fait c'est vraiment ça la solution pour nous en sortir, Et qui dit innovation dit par définition formation de compétences, et c'est pour ça que je pense que ce master il est absolument critique sans jouer sur les mots. Merci. Ça c'est comment donner la parole à Louis-François. Elle était belle celle-ci. Louis-François sur ce tour de table sur ce qu'il faut développer demain et en tout cas les solutions à apporter. Alors pour en rajouter sur l'innovation, moi je suis persuadé depuis toujours que c'est le sujet à développer dans ces domaines. Et Antoine, qui est devenu un expert du sujet, me démentira peut-être, mais un volet dont on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé des batteries, des métaux qui constituent la batterie, mais il y a aussi les systèmes de gestion qui gèrent les batteries et avec lesquels on peut faire des progrès tout à fait considérables. D'ailleurs, merci parce que je voulais en parler tout à l'heure. À cet exposé la semaine dernière, là je regardais, il y a autant de projets et autant de progrès à faire en termes de densité énergétique de la batterie, sur la géométrie de la batterie dans le châssis et l'intégration des packs et des cellules que sur la chimie elle-même.
En fait, aujourd'hui, on est sur des chimies à 150, 180, 200 Wh par kilo. Et en fait, l'objectif, sinon là encore je vais passer trop de temps, mais pour avoir la voiture qui fait 1000 km sans recharger, etc., c'est d'aller à 500 Wh par kilo. Et en fait, quand on travaille sur la géométrie, le système, etc., il y a autant de progrès à faire. Donc là aussi, c'est d'autres sens de l'ingénieur qui sont appelés. Voilà, alors le master ne porte pas que sur les batteries, même si nous en avons beaucoup parlé, mais pour terminer là-dessus, mon message, c'est l'innovation. C'est clair. Mais l'innovation, il faut la cibler après avoir fait cette analyse systémique. C'est un des enjeux forts. Les usages, bien sûr, parce qu'on fait de la surqualité, on laisse le champ libre à la surqualité parfois, où on va au-delà des normes, on fait des choses dont le consommateur n'a pas besoin. Mais l'innovation pour préparer le futur. Ne pas hésiter à faire de l'innovation de rupture. Et là se pose effectivement le problème du soutien public à ce genre d'initiative. Merci à tous les quatre pour ces échanges, ce cheminement au travers de la complexité. On va répondre aux questions. Ça fait beaucoup réagir aujourd'hui ce sujet. Je vais commencer avec les questions Internet de l'audience que l'on dit dématérialisée, mais qui n'est pas virtuelle, qui est bien présente. Et puis ensuite, on se penchera sur les questions de la salle. Alors, une première question. Alors, bonjour. Est-ce que les premiers matériaux critiques ne sont pas finalement l'air et l'eau? Bon, c'est une question, on élargit. Hein. L'eau, on en a parlé, hein, et d'ailleurs, on en parlera, puisque l'eau, en dehors de l'usage, je vais dire alimentaire, c'est très important pour l'énergie, notamment. J'ai coupé la question, je vais me faire taper sur les doigts. La possession de l'eau conférée, si on pense à la mer d'Aral, au Nil, au Gange, au fleuve Jaune et à leurs barrages, est-ce que ce n'est pas aussi... Oui, non, mais ça fait partie des sujets clés, absolument. Oui, et les pollutions de l'air également, pour la partie air qu'on a un peu évoquée tout à l'heure. Mais bien sûr, et ça fait partie de la complexité et de cette vision globale. Et pour une réponse différente, quand on disait qu'est-ce qui est critique, pour moi qui fais de la voile, l'air et l'eau, c'est critique. Ensuite, c'est un peu la même personne qui me pose les questions. Donc voilà, on a parlé de la radioactivité. J'ai radioactivité, point d'interrogation. Est-ce que ça ne fait pas partie, effectivement, des problèmes liés à la criticité? Ça fait partie de l'analyse globale du sujet, bien sûr. Il n'y a pas d'activité industrielle sans émission de radioactivité qui ne vient pas que du nucléaire. Hein. Une centrale à charbon produit de la radioactivité, ne l'oublions pas. Donc il faut faire le bilan total, global, absolument. Oui, il y a des choix à faire. Juste pour une anecdote, quand je dirigeais l'enrichissement de l'uranium, j'étais en Allemagne au site de fabrication de centrifugeuses. Et puis les balises se déclenchaient régulièrement d'alerte à la radioactivité. Et les types du site, donc de Jülich, comme il y avait un peu d'uranium dans les centrifugeuses test, cherchaient la solution. Et puis ils ont fini par s'apercevoir que c'était les centrales charbon qui sont à Aix-la-Chapelle qui déclenchaient les balises. Voilà. Donc un peu partout. Non, mais ceci dit, moi, quand vous parliez, je pense que c'est ça aussi le message ce matin, de comprendre la complexité dans sa globalité. On n'a pas parlé aussi sécurité. Aujourd'hui, on voit sur les batteries, on commence à voir dans les journaux. J'en ai un peu parlé. Le sujet des... Pardon, excusez-moi Sandrine, alors j'ai pas bien entendu tout à l'heure. Mais voilà, on voit que les choix technologiques vont aussi... certains vont améliorer la sécurité, d'autres vont potentiellement la dégrader. Donc ça fait partie de l'équation. Il faudra prendre ça en compte. Alors, radioactivité, c'est pas que pour l'énergie. J'ai travaillé sur la gestion des sources radioactives. On en trouve partout. Vous allez dans une usine d'embouteillage, hein, je ne dirai pas de nom, vous avez des petits capteurs radioactifs. Et donc ça aussi, effectivement, ça peut être un enjeu de les gérer. Mais ça peut être aussi, parlons médecine nucléaire. La médecine nucléaire et ses développements aujourd'hui font que une matière radioactive qui était un déchet difficile à gérer devient aujourd'hui une ressource importante pour la médecine nucléaire. Donc on a de bons exemples aussi de recyclage sur un matériau qui est devenu critique grâce à une innovation en médecine nucléaire. D'ailleurs, c'est un bon exemple sur les histoires de rareté. Je crois que vous connaissez ça, vous avez meilleure mémoire que moi, mais il doit y avoir pas plus de 3 réacteurs dans le monde occidental qui produisent des isotopes pour la médecine nucléaire. Et il y avait une vraie question sur l'arrêt d'un ou deux.
Et donc, il y a celui de Pallas, là, aux Pays-Bas. Il serait resté un seul réacteur dans le monde pour produire les isotopes pour la médecine nucléaire, y compris ceux pour les radiothérapies. Voilà, donc ça aussi, ce sont des chaînes de valeur critiques. Il y a une remarque également sur... Et accessoirement, juste pour faire un... Allez-y. Tout à l'heure, je parlais du transport. Quand on a été en période Covid avec des difficultés de transport, la difficulté de transporter ces isotopes là où on en avait besoin est devenue un sujet critique. On a trouvé des solutions, mais ça a été un sujet critique et qui a été traité au niveau international avec l'impulsion de l'AIEA. C'est intéressant parce qu'on part des matériaux, souvent dans l'imaginaire collectif, des matériaux rares. On s'aperçoit qu'il y a des matériaux critiques et qui ne concernent pas uniquement les matériaux rares, que les technologies le sont, que les moyens effectivement d'utiliser ces matériaux deviennent critiques. Donc finalement, l'acheminement, les voies de navigation sont également des facteurs à considérer. Il y a une remarque sur les batteries, mais on l'a évoqué aussi concernant le fait de sortir des terres rares et d'utiliser des matériaux plus naturels. Et ça, comme le disait Antoine, il va falloir, et Louis-François, voilà, il va falloir jouer sur l'innovation. Et c'est possible. J'ai un exemple. Nous, dans le portefeuille de Capital Venture, on a une société qui s'appelle Chemiwatt, qui fait des batteries à partir de chimie organique. Bon, ben voilà, là, c'est une rupture où vous n'avez plus besoin des métaux. Voilà. Mais après, le sujet, c'est que Chemiwatt, ça fait 15 ans qu'ils bossent. Je pense qu'ils en ont encore pour 15 ans. Voilà, donc c'est le temps long. Merci pour ces interventions via Internet. On aura peut-être des questions dans la salle, j'imagine, sur ce sujet. Alors, ils sont timides dans la salle, beaucoup plus timides que chez vous, peut-être parce qu'ils ne sont pas cachés derrière l'écran. Allez, une question. Alors, on a une question juste au fond, et on va vous passer peut-être un micro. Je vous prends le micro, Louis-François, je le fais passer. Je décris, hein, c'est comme à la carte au trésor. Oui, bonjour à tous. Merci pour cet exposé. Moi, je ne suis pas scientifique, j'ai une question peut-être un peu débutant. J'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de l'hydrogène, mais qui ne semblait pas un sujet critique, alors j'étais un peu surpris. Non, pardon, évidemment, c'est un sujet critique, et d'ailleurs, on parlait de l'air, donc voilà. Non, je disais que, en fait, l'hydrogène, aujourd'hui, le sujet, c'est que la production d'hydrogène, 99% de la production mondiale, c'est de l'hydrogène gris. Donc une production à partir de sources fossiles et donc émettrices de carbone. Les usages de l'hydrogène aujourd'hui sont essentiellement dans l'industrie, fabrication d'ammoniac, raffinage, etc. Utilisation dans l'industrie pharmaceutique aussi, fabrication d'engrais. Et évidemment, il y a eu un grand emballement sur l'utilisation de l'hydrogène dans la mobilité. Donc pour aller faire des voitures à hydrogène, les taxis Hype dans Paris sont à l'hydrogène. Et en fait, aujourd'hui, après 10 ans d'usage, malheureusement, on s'aperçoit que pour la mobilité, c'est quand même assez compliqué comme source et c'est surtout pas du tout compétitif. Alors, évidemment, faut pas être battu définitivement. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas du tout à faire de l'hydrogène vert qui soit compétitif et qui permette de faire des voitures. Par contre, moi, je crois beaucoup à l'hydrogène vert dans l'industrie. D'ailleurs, avec Demeter, on a investi dans un gros projet en Suède qui s'appelle H2 Green Steel, de fabrication d'acier vert par réduction directe en y adjoignant de l'hydrogène vert produit par électrolyse. Qui est un projet à plusieurs milliards d'euros dans le nord de la Suède. Il y a un projet équivalent qui est en train de se développer sur le port de Fos, qui s'appelle Gravity, qui est fait par notre partenaire InnoEnergy avec lequel on fait le fonds batterie. Donc moi, je crois beaucoup à l'hydrogène dans l'industrie. Je crois un peu moins à celui dans la mobilité, mais peut-être que je me trompe. Un aspect qu'on n'a d'ailleurs pas évoqué et que l'hydrogène met en relief, c'est le stockage, en tout cas comment le conserver, l'hydrogène produit, et l'électricité également. Il y a cet enjeu-là du stockage de l'électricité. On l'avait évoqué avec certains d'entre vous en pré-interview. Ça aussi, c'est un aspect de la criticité. Oui. Produire, c'est bien, mais savoir stocker et conserver. Tout à fait. Et alors, si on est sur l'hydrogène bas carbone, il y a l'hydrogène vert, mais aussi l'hydrogène rose. Il y a le voilà. Mais ce que je veux dire, c'est le rose est bas carbone, parce que le rose, c'est celui qui est fait avec l'énergie nucléaire. Donc, il est aussi bas carbone.
Merci beaucoup pour cette question. Allez, une dernière petite question. Au deuxième rang, jeune homme, merci beaucoup. Bonjour. Alors, j'avais une question. Moi, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'intégrer la politique dans les décisions et notamment dans la normalisation pour que chaque entreprise puisse s'intégrer au même titre. Moi, je suis plutôt dans la partie BTP, donc voilà, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Mais aujourd'hui, on voit que lorsqu'on veut réaliser du réemploi sur les bâtiments, on a une problématique d'identification des matériaux. Depuis quelques années, il y a le diagnostic PEMD, par exemple, qui est arrivé sur place, mais qui n'impose pas réellement de partage de l'information, ni de normalisation de cette information. Aujourd'hui, quand on analyse les différents diagnostics en fonction des différents acteurs, il n'y a pas de lissage de l'information et globalisation. Ma question était donc, même si aujourd'hui voilà, on progresse, on essaie d'avoir des informations, comment on influence la politique avec notre expertise de terrain, parce qu'on le voit tous les jours, pour qu'ils aient des actions concrètes pour que voilà, l'ensemble des acteurs puissent se mettre d'accord. Avant qu'ils répondent, j'ai envie de dire, il faut qu'ils suivent le master pour pouvoir comprendre les enjeux. Mais sinon, je vous laisse répondre. Alors, ouais, ça pourrait être le sujet d'une matinale, comment impliquer les politiques dans tout ça. Juste deux choses, je vais parler par exemple de la RE 2020, qui est la réglementation environnementale 2020, qui est arrivée sur le bâtiment après la réglementation thermique, ou le E pour environnement. Nous, on a fait l'observatoire E+, et moins pour voir justement comment il y avait un impact aussi, pas seulement faire boucher les passoires énergétiques, mais également avoir une empreinte environnementale qui s'est traduite par une empreinte carbone, encore une fois, où on fait une ACV, une analyse de cycle de vie, qui, par définition, est une approche multicritère, multi-échelle. C'est la force de cet outil. Il a certainement beaucoup de choses encore à être améliorées, mais aujourd'hui, c'est un des outils les plus complets. Les politiques ont trouvé que c'était peut-être un peu trop compliqué, donc pour moi, en tout cas, j'engage ma responsabilité d'expert, ont introduit l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée en prenant un seul critère, monocritère. Donc là, du coup, voilà, on oublie toute la partie multi-critères et je trouve ça dommage parce qu'on allait vers quelque chose de plus vertueux. Et ensuite, sur le chantier, et aujourd'hui, chose positive avec la REP, hein, donc la responsabilité élargie des producteurs, il y a des éco-organismes qui sont en train de s'organiser. Alors ça prend un peu de temps, mais ils sont en train de le faire pour récupérer les matériaux de chantier et améliorer justement le tri, la caractérisation, on en a parlé, et la traçabilité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, l'incontournable, si on veut faire du circulaire, la traçabilité, pour pas avoir des pertes en route. Parce qu'en fait, on donne de la valeur à quelque chose qui n'en avait plus, a priori, ou même une valeur négative. Et donc, la traçabilité va être vraiment le cœur, à mon avis, le nerf de la guerre, effectivement. Du début, merci pour votre question. Du début à la fin, il faut effectivement envisager. Et garder la data. Après, on a tout le sujet de la data, mais il faut plus archiver ça. Parce que, voilà, mais la gestion énergétique des bâtiments vient aussi renforcer cette vision-là dès la conception, effectivement, de nos outils. Tout à fait. Et on peut citer la tendance à développer des Digital Product Passports qui permettront d'avoir cette traçabilité et sur laquelle on essaye aussi de rajouter des credentials environnementaux et sociaux pour qu'on n'ait pas, en plus de la composition physico-chimique, on ait aussi une information sur la provenance et les critères ESG. 2028. Les digital product. Donc ça se fait pas à pas avec une évolution progressive. Une dernière question, et on se quittera juste après, c'est la question de la conclusion. Oui, qui est certainement totalement hors sujet, mais puisque on parle d'économie d'énergie, on a un sujet qui est sur la table depuis 4 ans, qui n'est toujours pas résolu, c'est le DPE, et le mode de calcul du DPE. J'appellerai toutes vos énergies intellectuelles à vous mobiliser sur le sujet pour qu'on ait un outil qui nous permette de régler tous les dysfonctionnements qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a un outil de mesure qui n'est pas bon, qui ne tient pas en
qui ne prend pas en compte les matériaux existants, qui ne prend pas en compte leur qualité, notamment en confort d'été. Et il faut vraiment revoir complètement le sujet. Je pense que vous apportez les compétences. Je suis intéressé à ce que vous m'envoyiez vos coordonnées, parce que le DPE m'intéresse pour un autre sujet qui n'a rien à voir avec cette session. C'est la prise en compte totalement inéquitable de l'électricité versus le gaz. Voilà. Alors je travaille sur ce sujet-là dans un autre cadre. Donc, écoutez, soit on prend un café après. Voilà, mais je me suis permis d'être hors sujet. Vous avez raison. Et moi j'aime une approche systémique, rien n'est hors sujet. Hein. Non, j'aime beaucoup votre prise de position parce qu'elle revient à ce qu'on disait. Moi, je l'ai vu quand j'étais à la Caisse des dépôts. Où, pour l'anecdote, quand j'ai quitté le nucléaire pour la Caisse des dépôts, on m'a dit tu trahis la famille. Et j'ai dit à mon patron de l'époque, tu sais, là où je vais probablement être plus utile ou aussi utile dans l'explication, l'éducation, le prosélytisme sur ces sujets. Et donc, c'est pour ça que moi, j'engage industriels, ingénieurs, acteurs de ces chaînes de valeur à s'exprimer davantage. On voit aujourd'hui qu'il y a un équilibre où la société civile s'exprime, un certain nombre de gens qui influencent ces sujets en bien ou en mal. Quand je vois le débat à l'Assemblée nationale en ce moment sur l'énergie, c'est d'une pauvreté absolue. Et je m'apercevais dans mes fonctions précédentes que quelqu'un qui a un peu de connaissance de ces sujets, qui les explique bien, finalement, il peut faire bouger les choses. Et donc ça, c'est notre voie collective d'ingénieurs, d'industriels qui peut amener justement à faire évoluer ces réglementations, à faire évoluer ces politiques, à faire évoluer ces stratégies dans le bon sens. Et ce combat, il est loin d'être gagné d'avance. Donc, soyons vocaux. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et donc, avoir le maximum de gens formés à ces sujets, ayant cette compréhension globale de ces sujets, c'est la clé pour que les bons choix soient faits pour demain. Ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau européen. Moi, je m'aperçois, alors que je suis le financier de la bande, à quel point l'explication de ces sujets au niveau Commission européenne est aussi clé. C'est le rôle que vous jouez aussi, chacun d'entre vous, particulièrement toi, Christophe, dans ce que tu fais auprès des Nations Unies. Voilà, ça c'est un sujet vraiment essentiel. Merci à tous. On va conclure. On est arrivé au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir posé des questions ici ou ailleurs. Je vous rappelle qu'un résumé, un best-of vidéo de cette matinale sera disponible sur le site de l'École des Ponts début juillet. Et puis sinon, si vous souhaitez avoir des informations sur cet Executive Master Critical Materials, je fais l'accent comme il le faut. N'hésitez pas, www.écoledesponts.fr. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.